Alors là, on a vu l'accessibilité dans un graphe avec l'algorithme, le premier algorithme qu'on a vu. Ensuite, on a vu le parcours en largeur qui vous permet de connaître un plus court chemin dans le cas où le graphe est non pondéré, d'accord, d'une origine vers n'importe quel autre sommet du graphe. Et puis, on a vu le parcours en profondeur qui peut être utilisé pour réaliser un tri topologique. Et ce tri topologique vous permettra de faire de la détection de cycles. Maintenant, que se passe-t-il si le graphe est pondéré et qu'on souhaite connaître un plus court chemin d'un sommet vers un autre? Alors ça, c'est une application qui est fondamentale, c'est peut-être même la première à laquelle on pense quand on manipule des graphes, parce que ce qu'on veut, c'est calculer l'itinéraire le plus court de Nanterre à Fontainebleau pour se barrer le plus vite de la fac et rentrer chez soi, revoir sa famille et manger à un banquet pendant que le barde est attaché à un arbre. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que le problème du plus court chemin? D'accord? Donc, Nanterre, domicile, vous utilisez Google Maps, vous pouvez choisir si vous y allez en voiture ou en transport en commun. D'accord? Ce qui compte, c'est que, de manière sous-jacente, vous ayez un graphe avec des pondérations sur les arcs, c'est-à-dire les pondérations, dans le cas de cette application-là, ce serait le temps de trajet entre un point A et un point B. D'accord? Ça peut être la distance, ça peut être le coût du kilomètre, ça peut être plein de choses. C'est à vous de déterminer ce que vous allez mettre comme pondération sur les différents arcs. Mais étant donné un graphe et une pondération de ces arcs, comment calculer un plus court chemin? Alors, je pense que bon, tout le monde a utilisé, j'espère, enfin je pense, un GPS, d'accord? Maintenant, avec les smartphones, c'est complètement répandu. Ma remarque, elle peut paraître un peu vieillotte, hein, je sais bien, mais dites-vous qu'il y a 10 ans, on n'avait pas les GPS sur les smartphones. Quand il y a eu les smartphones qui sont arrivés, au départ, il n'y avait pas les GPS. Et le fait d'intégrer un GPS à un smartphone, ça a été une vraie révolution, hein. Déjà, le smartphone a été une révolution, ça c'est clair, mais le GPS dans le smartphone, ça c'était juste dingue. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé au fonctionnement du GPS et de comment ça peut calculer un plus court chemin. Parce que quand vous êtes à un endroit, vous dites tiens, je vais aller à tel autre endroit, bah, ça vous calcule le plus court chemin très rapidement. Alors, je sais que je le dis à chaque fois aussi, le plus court chemin que vous allez calculer sur un GPS n'est pas forcément le vrai plus court chemin. Pour aller très vite, les algorithmes qui sont utilisés dans Google Maps s'autorisent à ne pas être le meilleur chemin possible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'autoriser une petite marge d'erreur. D'accord? C'est pour ça que quand vous êtes en voiture avec vos parents, il y en a toujours un qui va râler en disant ouais, les GPS, de toute façon, c'est nul parce que moi je connais le chemin ici et si on passe par là, c'est plus rapide. Voilà. Ça, c'est sûrement vrai, parce que sur les petits chemins, les petites distances, le GPS, il peut se planter de 10, 15, 20%, mais sur les tout petits trajets. Maintenant, si vous êtes sur un grand trajet, par exemple Paris-Marseille, bah, étant donné la taille du trajet, bah, ça peut effectivement vous rajouter 5 minutes, mais ça ne va pas vous rajouter 2 heures en ordre de grandeur. Donc en fait, ça va être extrêmement efficace. Alors si on cherche le plus court chemin qui va d'un point A à un point B, en fait on pourrait se dire que c'est presque 3 problèmes différents. Ça pourrait être le calcul du plus court chemin entre 2 sommets du graphe. C'est ce qu'on veut, initialement. Mais ça peut aussi être le plus court chemin d'un sommet vers tous les autres. Et c'est vrai que c'est pas idiot, parce que le plus court chemin d'un sommet vers tous les autres, effectivement, comment on peut être sûr, si on vous donne un plus court chemin de A à B, qu'il n'y a pas un plus court chemin qui passerait par un sommet intermédiaire? Et donc peut-être que pour calculer le plus court chemin de A à B, on est en fait obligé de calculer le plus court chemin du sommet initial
vers tous les autres sommets, pour être sûr qu'il n'y a pas de chemin plus rapide. Et ensuite, pour calculer un plus court chemin, on pourrait se dire, on cherche le plus court chemin de chaque sommet vers n'importe quel autre sommet. Donc c'est 3 variations d'un même problème, en fait. Et le problème qui va nous intéresser, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que effectivement, si on souhaite calculer le plus court chemin entre 2 sommets, on va être obligé d'analyser tous les autres sommets intermédiaires pour avoir la certitude que le plus court chemin qu'on calcule est bien le plus court chemin. Donc ce problème-là, en fait, on ne peut pas le traiter. On est obligé de traiter ce problème-là. Et une fois qu'on a traité ce problème-là, il suffit de le réitérer sur chacun des sommets du graphe et on obtient le problème 3. D'accord? Donc en fait, on va s'intéresser au problème numéro 2, c'est-à-dire le problème du plus court chemin d'un sommet vers tous les autres sommets du graphe. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, avant de calculer grâce à des algorithmes, dites-vous qu'il peut ne pas exister de plus court chemin entre 2 sommets. Par exemple, si vous regardez le graphe que je vous montre, et que je vous demande le plus court chemin entre le sommet A et le sommet B. Il y a une distance de 1 entre ces 2 sommets-là. Et effectivement, donc on pourrait dire, c'est ça le plus court chemin. Mais le coût d'un chemin, c'est la somme des pondérations des arcs du chemin. Et si je dis, je vais de A en B en C, puis en A, puis en B, quel va être le coût? Ça va être 1, plus 1 ça fait 2, moins 5 ça fait moins 3, plus 1, moins 2. Donc soit je vais directement en B, ça me coûte 1, soit je fais un tour et ça me coûte moins 2. Donc il est plus rentable d'arriver en B avec un coût de moins 2, parce que ça ne nous coûte pas d'argent, on en reçoit. Mais est-ce que moins 2, c'est le coût minimum? Non. Parce que si je refais un tour de boucle, je vais passer à moins 4. Enfin, donc je suis à moins 2, moins 1, moins 6, moins 5. Oui, c'est plus 3 à chaque fois, pardon. Moins 3 à chaque fois. Et à chaque tour de boucle, on va gagner. Et alors, s'il existait un plus court chemin, on pourrait le donner. Et à ce moment-là, moi, je vous dirais, refais un tour de boucle, et j'ai un nouveau chemin qui coûte encore moins cher que ton chemin à toi qui était déjà le plus court chemin. Donc là, c'est une preuve, par exemple, qu'il n'existe pas de plus court chemin qui va du sommet A au sommet B. Vous êtes convaincu de ça? Alors, attention, hein, on parle de graphe pondéré. Je ne dis pas que c'est une application directe dans la vraie vie. Mais il est vrai que vous pouvez passer, par exemple, quand vous êtes dans des jeux vidéo, vous pouvez passer d'une salle à une autre, et à chaque fois, vous dépensez de l'argent ou vous en gagnez. D'accord? Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de trouver des petits mécanismes comme ça, où on va farmer très facilement en faisant des cycles. Donc ça peut arriver, ça. D'accord? Peut-être pas que ça va vous calculer un plus court chemin dans la vraie vie, hein, dans le monde réel, mais dans un jeu vidéo, on peut avoir des points négatifs. Alors on va considérer 2 algorithmes. L'algorithme de Dijkstra, puis l'algorithme de Bell-Manford. Alors l'algorithme de Dijkstra, c'est l'algorithme le plus classique pour calculer le plus court chemin entre 2 sommets. C'est jusqu'à 16 heures, hein, le cours. On est bien d'accord? Oui. Ouais, ok. Donc l'algorithme de Dijkstra, lui, il permet de calculer le plus court chemin d'un sommet origine vers tous les autres, du moment que le graphe sous-jacent est orienté, alors ça, l'orientation, c'est pas obligatoire, mais qu'il est pondéré. Il est pondéré pas de n'importe quelle manière. Vous n'avez pas le droit au poids négatif. D'accord?
S'il existe un arc de points négatifs, alors l'algorithme de Dijkstra pourra ne pas vous retourner une solution optimale. On verra un exemple par la suite. Alors je vous dis, normalement, il est orienté, d'accord, et pondéré. Mais si le graphe n'est pas pondéré, ça revient à dire que chaque arc ou arête a un poids de 1. D'accord? Donc si vous êtes dans un graphe qui est non pondéré, vous pouvez le pondérer gratuitement, j'ai envie de dire, en mettant un poids de 1 sur chacun des arcs ou arêtes. Si votre graphe n'est pas orienté et que vous avez une arête, eh bien, une arête, ça veut dire qu'on peut aller dans les deux sens. Donc ça revient à dire, si vous avez une arête entre A et B, que vous avez un arc entre A, qui va de A vers B et un autre arc qui va de B vers A. Donc l'algorithme de Dijkstra, qui initialement est conçu pour les graphes orientés et pondérés, peut tout à fait s'appliquer sur les graphes non pondérés et non orientés. Alors, l'algorithme, c'est le suivant. Alors, comme d'habitude, on a une phase d'initialisation, donc vous commencez à comprendre. On a une distance pour chacun des sommets qui, initialement, est à l'infini, puis et un pair qui est nil, qui veut dire, pour le moment, qu'il n'est pas initialisé, on ne le connaît pas. On a un sommet origine, qui va être le sommet S, qui est donné en entrée de notre algorithme. Et on a un ensemble F, alors qui n'est pas une file au sens strict du terme, qui va être une file de priorité. Donc c'est pas une file comme on a vu l'an dernier en algorithmique, ça va être une file où à chaque fois on va récupérer l'élément le plus faible de la file. Voilà. Donc dans cette file, on va l'initialiser avec tous les sommets du graphe. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était notre phase d'initialisation. Et tant que la file n'est pas vide, ce qu'on va faire, on va récupérer le sommet qui a le coût, la distance la plus faible. Donc, au départ, tous les sommets ont une distance infinie, sauf le sommet S qui a une distance de 0. Donc le premier coup, forcément, on va récupérer ce sommet S. Voilà. Donc ça, hein, c'est l'explication de cette étape-là. Hein. Voilà, la deuxième ligne, c'est pour expliquer cette ligne-là. Alors, on va retirer le sommet qu'on vient d'extraire de l'ensemble F, et pour chacun des voisins du sommet U, on va appliquer une opération de relaxation. Bah, for all, c'est pour tout, et for each, c'est pour chaque. D'accord ? Donc, for each, c'est pour chaque voisin de U, pour chaque sommet V, qui va être un voisin de U, on va faire quelque chose. On va appliquer une opération de relaxation. Alors, l'opération de relaxation, elle est très simple, mais quand vous la voyez pour la première fois, vous dites c'est quoi, je ne comprends pas. Vous allez voir, si la distance du sommet V, c'est-à-dire du voisin de U, est plus grande que la distance du sommet U plus le poids de U à V, alors on va dire que la nouvelle distance de V, c'est la distance de U plus le poids qui va de U vers V, et le nouveau pair de V, c'est le sommet U. D'accord ? On va la voir en déroulant l'algorithme, ne vous inquiétez pas. Mais dites-vous juste qu'on va améliorer à chaque fois le chemin. Bon, la phase d'initialisation, je crois que vous avez compris, il n'y a pas besoin que je revienne trop dessus. Et la boucle principale, je vous ai dit, le point concret, ça va être la relaxation. Une fois qu'on aura traité tout le sommet U, d'accord, eh ben, on va extraire un nouveau sommet de l'ensemble F, qui va être celui, encore une fois, qui a la distance minimum dans F. Vous voyez qu'à chaque fois, on va mettre à jour des distances. D'accord ? Donc on va regarder, quand on va extraire un sommet de l'ensemble F, on va parcourir l'ensemble des distances des sommets qui sont présents dans F,
et on va prendre le sommet qui a la distance la plus courte, la plus faible. S'il y a plusieurs sommets de plus faible distance, on en prend un aléatoirement. Alors, on va partir de ce graphe initial, d'accord? Donc là, j'ai choisi un graphe non orienté, mais pondéré. Donc ça veut dire que quand on a l'arête 0, 2, ça veut dire en fait qu'on a l'arc qui va de 0 vers 2 et un arc qui va de 2 vers 0. D'accord? Et vous voyez qu'il y a un poids sur chacune des arêtes, ce qui fait que pour aller de 1 en 3, soit on paye 3, soit on peut dire je passe par 2 puis par 3 et ça nous coûte 1 plus 3 égale 4. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du sommet 0. Donc on va initialiser notre tableau. Donc regardez comment j'ai initialisé le tableau, parce que je vous demande en TD, quand vous allez appliquer l'algorithme de Dijkstra, de respecter ce formalisme. C'est-à-dire que une ligne correspond à une étape de l'algorithme. Là, c'est l'initialisation. Après, ça sera l'étape 1, 2, 3, 4. Et chaque case est découpée en deux. D'accord? Chaque colonne, ça va concerner le sommet 0, puis le sommet 1, puis le sommet 2, puis le sommet 3, puis le sommet 4, puis le sommet 5. Mais chacune de ces cases va être découpée en deux. On aura le pair du sommet et on aura la distance du sommet. Donc, initialement, il n'y a aucun pair nulle part, mais la seule information qu'on a, c'est la distance du sommet 0 qui est initialisée à 0, et toutes les autres distances qui sont initialisées à l'infini. Alors, on part du sommet 0, et on va parcourir chacun des voisins du sommet 0. Vous êtes d'accord que, initialement, la distance du sommet 2, c'est l'infini, et la distance du sommet 1, c'est l'infini. Donc, quand je vais appliquer l'algorithme, je vais arriver à cette étape-là, je vais extraire le minimum qui va être le sommet 0, donc j'enlève mon sommet 0 de mon ensemble F, et ensuite, pour chacun des voisins, donc les sommets 1 et 2, pour les sommets 1 et 2, je vais dire, est-ce que la distance du sommet 1 est supérieure à la distance de U plus le poids de l'arête UV? Est-ce que la distance de 1, qui est infinie, est supérieure à la distance de 0 plus 1? Bah oui, l'infini, c'est quand même beaucoup plus coûteux que de dire je passe par le sommet 0 et je vais jusqu'au sommet 1. Donc je vais dire que pour accéder au sommet 1, je vais avoir comme paire le sommet 0, et je vais prendre sa distance plus la pondération. Donc maintenant, la pondération du sommet 1 va devenir 0 plus 1 égale 1. De la même manière, la pondération du sommet 2, qui était infinie, va devenir 0 plus 3 égale 3. Vous comprenez cette étape de relaxation du coup? Et maintenant, on va regarder les sommets de l'ensemble F. Alors, rappelez-vous qu'on a enlevé le sommet 0 de l'ensemble F. Donc maintenant, dans l'ensemble F, on a deux sommets, qui sont le sommet 1 et le sommet 2. Et tous les autres sont à une distance infinie. Et le sommet 1 et le sommet 2, ils sont à une distance de 1 et de 3. On va prendre le sommet qui a une distance la plus faible dans l'ensemble F. Donc parmi tous ces sommets-là, on va prendre le sommet qui a la distance la plus faible. C'est le sommet 1. D'accord? Donc on va considérer le sommet 1. Et on va considérer chacun de ses voisins. Voilà, donc ça c'est le bilan de l'étape qu'on vient de réaliser. La distance de 0, ça reste 0, il n'a toujours pas de paire. Et on a mis à jour la distance du sommet 1. Avant c'était l'infini, maintenant ça passe à 1. Et le pair du sommet 1 devient le sommet 0. On est arrivé dans le sommet 1 par le sommet 0. De la même manière, pour le sommet 2, on est arrivé
dans le sommet 2 par le sommet 0, et la distance maintenant c'est 3. Et on va recommencer. Voilà. Alors, ici, on part donc, on va extraire le sommet minimum de distance minimum de notre ensemble F, c'est-à-dire le sommet 1, et on va regarder chacun de ses voisins. On va regarder par exemple le sommet 2. La distance du sommet 2. Vous voyez que lors de la première étape, quand on considérait le sommet 0, 2 était à une distance infinie. Donc forcément, passer par le sommet 0 pour aller en 2, c'était une bonne idée parce qu'on a diminué le coût pour aller en 2. Mais est-ce que c'est le plus court chemin? Non. Parce que pour aller en 2, on pourrait dire de 0, je vais en 1, ça me coûte 1, et je passe ensuite en 2, ça me coûte 1 de plus, ça me fait 2. 2, ça coûte moins cher que 3. Imaginez qu'ici c'est une autoroute avec un péage et que là vous passez par les petites routes nationales. D'accord? Donc là, quand on va considérer les voisins du sommet 1, on va regarder le sommet 2, on va regarder sa distance. Est-ce que 3, c'est supérieur à 1 plus 1? Oui. Donc on va mettre à jour la distance. C'est-à-dire, on va dire maintenant ta distance, c'est la distance de 1 plus le coût de 1 à 2. Donc ta distance, maintenant, ça va être 2. OK? Et ton pair, ce n'est plus le sommet 0, mais ça va devenir le sommet 1. De la même manière, on va regarder le sommet 3, on va regarder le sommet 4, mais là, il n'y a pas d'ambiguïté parce que pour le moment, leurs distances, elles sont infinies. Donc, on va dire que leur paire, c'est le sommet 1. Et la distance, à chaque fois, ce sera, pour le sommet 3, ça va être la distance de 1, plus le coût qui va de 1 à 3, ça va être 4. Et pour le sommet 4, ça va être le coût de 1, c'est-à-dire 1, plus la distance de 1 à 4, c'est-à-dire 5. Donc en tout, ça nous fait 6. On arrive à cette nouvelle étape, d'accord? Et vous voyez qu'on a amélioré les chemins qu'on connaissait. Et en fait, en appliquant cette méthode de proche en proche, à chaque fois on part du plus court, du sommet le plus court qui est présent dans F, et on va regarder ses voisins, et on va essayer d'améliorer les sommets en passant par ce sommet-là. Voilà. Donc maintenant, les sommets 0 et 1 ne sont plus dans la file. Comme les sommets 0 et 1 ne sont plus dans la file, on va extraire de F celui qui a la distance la plus courte. Le sommet qui a la distance la plus courte, c'est quoi? C'est le sommet 2. On va regarder ses voisins. Et on va voir si on peut améliorer les choses. Donc par exemple, là, le sommet 0, il a déjà été traité. On ne peut pas améliorer en repassant par le sommet 2. Le sommet 1, on en vient, donc on ne peut pas l'améliorer en passant par le sommet 1. Et par contre, le sommet 3, est-ce qu'il a une distance de 4? Est-ce qu'on peut l'améliorer en passant par le sommet 2? Est-ce que 4, c'est supérieur, strictement, à 2 plus 3? C'est-à-dire passer par sommet 2, puis rajouter le coût de 2 vers 3. Non. Donc, on ne va pas mettre à jour ce sommet-là. On va atteindre le sommet 3, toujours en passant par le sommet 2. Ça nous donne ça. Maintenant, on a éliminé le sommet 0, on a éliminé le sommet 1 et le sommet 2 de F. On va enlever le sommet qui est de poids minimum, enfin à distance minimum, dans l'ensemble F. C'est le sommet 3. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va pouvoir mettre à jour le sommet 5. Parce qu'on avait une distance de 4. 4 plus 3, ça fait 7. Est-ce que 7, c'est plus petit que l'infini? Oui. Donc maintenant, on va avoir un chemin qui va nous permettre d'accéder à la distance 5 par le sommet 3. De la même manière, vous avez vu qu'à l'étape d'avant, on accédait au sommet 4 grâce au sommet 1 et que ça nous coûtait 6. Mais cette fois-ci, regardez, on est au sommet 3, on a un coût de 4. 4
plus le coût pour aller en 6, ça nous fait 5. Est-ce que 5, c'est plus petit que 6? Oui. Donc on améliorerait les chemins en passant par le sommet 3 pour aller jusqu'au sommet 4. Donc on va mettre à jour la distance du sommet 4 et on va mettre à jour son pair, qui sera désormais le sommet 3. D'accord? Donc cette arête-là n'est plus celle par laquelle on passe. On va passer par ici et par ici. D'accord? Il nous reste deux sommets. Les deux sommets sont dans F, c'est le sommet 4 et le sommet 5. Celui qui a distance la plus faible, c'est le sommet 4. Et on va donc l'extraire de l'ensemble de F. Et on va regarder pour chacun de ses voisins si passer par ce sommet-là permet d'améliorer les choses. Alors, est-ce que 4 améliore le chemin, est-ce que la distance de 5 plus 5, c'est plus petit que 1? Non. Donc, on n'améliore pas les choses en allant vers le sommet 1, on le laisse. Est-ce que 5 plus 1, ça fait 6, c'est plus petit que 7? Oui. Donc, en passant par le sommet 4, plutôt que par le sommet 3, on améliore le chemin vers le sommet 5. Donc, le pair de 5 va devenir 4, et sa distance, ça va devenir 5 plus 1 égale 6. Ça nous donne ça. Voilà. Maintenant, on va relancer la même étape, mais là, il n'y aura pas d'amélioration pour le sommet 5 qui était le dernier dans la file de priorité. Et finalement, on obtient ce truc-là, qui résume, en fait, le tableau qu'on avait ici. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il ne reste que 5 minutes et je n'ai pas le temps de refaire un exemple. Vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'on démarre tout de suite les plus courts chemins avec Dijkstra en TD. Donc on aura le temps de refaire un la semaine prochaine. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, quand vous allez arriver en cours, je vais vous donner un exemple et je vais vous demander d'appliquer cet exemple et puis vous allez partager vos écrans pour montrer le tableau que vous allez réaliser. D'accord? Je vais essayer de vous cadrer là-dessus parce que c'est important de bien l'appliquer. Ce qui est important... Pourquoi pas la semaine prochaine? Oui, vendredi, oui, désolé. Bien sûr, vendredi, Alba. Voilà, donc le prochain cours, là, je vous ferai faire ça. Ce qui est important, c'est d'avoir compris la démarche. D'accord? On va à chaque fois prendre le sommet qui a la distance la plus faible, et on va regarder chacun de ses voisins, et on va regarder si la distance du sommet qu'on est en train de parcourir, plus l'arête qui va vers son voisin, c'est plus court que la distance qui allait à son voisin directement, qui était déjà connue. Et oui, bien sûr, il faut savoir appliquer chaque algorithme. Alors, soyons clairs. D'accord? 2 secondes. Vous devez connaître les algorithmes, vous devez être capable de les appliquer, parce que ça, c'est des algorithmes de base, d'accord, que je vous donne. Voilà, bien entendu que c'est un peu compliqué, vous devez connaître les algorithmes. Vous devez être capable de me les expliquer. Alors, je ne vous demande pas de me ressortir l'algorithme sous cette forme-là. Attendez, que je retrouve. Je ne vous demanderai jamais ça. Ça, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une phase d'initialisation. D'accord? Pour Dijkstra. Il y a un sommet d'origine. Il y a une phase d'initialisation où tous les sommets, on leur met une distance infinie et où ils n'ont pas de paire. D'accord? Le sommet S, il y a une distance de 0. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'exprimer de cette manière-là. Mais vous devez connaître chacune des étapes. Vous devez être capable de me le redonner. Je sais bien que c'est une des difficultés pour les étudiants, c'est de connaître les différents algorithmes. Mais, alors, désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais j'ai encore pire pour vous. C'est que vous devez être capable d'appliquer un algorithme sans explication. C'est-à-dire que le jour du DS ou du partiel, je peux tout à fait vous donner un algorithme comme ça, sans explication, et je vous demande de l'appliquer. Et vous devez l'appliquer correctement. C'est un peu violent, mais ça fait partie des compétences que vous devez avoir à partir du L3. Si vous avez besoin de plus de détails, d'explications,
allez dans mon cours, dans le polycopier. D'accord? Normalement, j'ai mis les explications et vous pouvez tout retravailler comme bon vous semble. D'accord? Donc vraiment, j'ai essayé de faire un effort sur le poly. Voilà. Généralement, cette partie-là de connaître les algorithmes, c'est très facile pour tous les élèves qui sont studieux. D'accord? Ah, je suis sérieux, j'ai appris que tel algorithme, il fonctionnait comme ça, patati patata, je suis capable de l'appliquer. Maintenant, l'application des algorithmes, c'est quelque chose qui est plus simple, je pense, pour les bons élèves de Miage que pour les élèves de Miach, de parcours maths. J'ai cru remarquer ça. C'est pas une vérité. C'est une généralité, et toute généralité, euh, en tout cas celle-là, peut être fausse, hein. C'est une remarque que je me fais à moi-même. Par contre, vous inquiétez pas, lorsqu'on va regarder la programmation linéaire, normalement les matheux, ça ira beaucoup mieux pour vous que pour les miages. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'algorithme et sur le cours qu'on vient de voir pour le moment? Pas de questions? Ben, c'est que tout va bien alors. Eh ben écoutez, je vous dis, on se revoit en TD, d'accord? Vous m'entendez ou pas les gens? Oui, oui, on s'entend. Ah, mais tout le monde est endormi, vous êtes tous abasourdis par l'application de l'algorithme. Alors, ça fait souvent cet effet-là, surtout que là, à distance, c'est un peu affreux. Dites-vous juste que quand vous allez appliquer en TD les algorithmes, ça va vraiment vous débloquer, vous inquiétez pas. Ah, et une dernière remarque. Oui, parce que très important. N'allez pas voir les vidéos sur YouTube pour l'algorithme de Dijkstra ou les choses comme ça. Parce que ce qui s'est passé, je crois que c'est l'an dernier, ou c'était il y a 2 ans. J'ai un étudiant qui est allé sur YouTube, qui a vraiment bossé, je vous jure, et ça m'a fait mal pour lui. Il a vraiment bossé, il a pris une vidéo sur YouTube, il a trouvé une chaîne qui parlait de plus court chemin. Et il a appris l'algorithme en regardant la vidéo. Mais il n'a pas appris mon algorithme. Or, la vidéo, il ne s'en est pas rendu compte, mais c'était une vidéo de présentation de l'algorithme pour des terminales scientifiques. Vous savez, maintenant, il y a l'option info. Et donc, la personne qui a présenté l'algorithme de Dijkstra l'a appliqué de manière simplifiée, c'est-à-dire qu'il avait sauté une étape, sur un graphe, une instance qui était très particulière. Et ce qui fait qu'en fait, l'étudiant n'a pas compris l'algorithme de Dijkstra, il a même appris des erreurs. Donc faites attention, d'accord? Si vous avez des questions, vous regardez le poly, vous pouvez revoir la vidéo quand je l'aurai mise, mais par pitié, allez pas voir n'importe quoi. Si vous avez un doute, vous me demandez, vous m'envoyez le lien de la vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. D'accord? Allez, on se retrouve à tout de suite en TD, puis pour les autres, bah à vendredi. Allez, au revoir.